Bonjour à tous, je suis ravi de vous recevoir une fois de plus sur le format en tête-à-tête du Backpacker. Je vous remercie, comme d'hab, vous êtes de plus en plus nombreux et fidèles à nous suivre. Alors, il y a un peu plus d'un mois, dans l'ancien en tête-à-tête, on recevait le ministre du numérique qui est venu nous parler un petit peu de comment on devient ministre, qu'est-ce qu'on fait en étant ministre et surtout de la souveraineté numérique. Aujourd'hui, je reçois, j'allais dire, quelqu'un d'important pour moi, parce qu'à titre personnel, c'est quelqu'un qui nous a aidés lors de... On fait partie d'un réseau qui s'appelle Réseau Entreprendre, et il faisait partie des 3 personnes qui nous ont aidés depuis le début de l'entreprise. C'est quelqu'un qui a un rôle important, je pense que c'est quelqu'un qu'on peut considérer comme, je dirais peut-être puissant, je ne sais pas si c'est le bon mot, il nous le dira. Je suis ravi de recevoir Christophe Carvelis. Salut Christophe, comment vas-tu? Bonjour Thibaut, mais merci de m'inviter. Je vais en super forme, surtout que je suis content d'être ici chez Wivou. Bon, bah écoute, super, donc tu es dans les studios. Aujourd'hui, on est sur un format Twitch, hein, je le répète un petit peu, c'est un format un peu particulier, c'est-à-dire que c'est un format où on peut aborder des sujets hyper passionnants, compliqués, etc., mais en toute détente, si je puis dire, ça n'enlève rien au contenu. Donc pour donner un petit peu de contenu à nos auditeurs, je pense que c'est important de leur dire, on se connaît dans le cadre de Réseau Entreprendre, où il y a 2 3 ans, on a été, alors je sais plus comment ça s'appelle, il y a deux steps, et puis par rapport à un step, bon bref, tu es venu nous accompagner et puis du coup on se voit tous les trimestres avec une petite équipe de Réseau Entreprendre que je salue d'ailleurs au passage. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc aujourd'hui, peut-être pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es et surtout qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton entreprise? D'accord. Eh bien, merci Thibaut. Alors qui je suis Christophe Carvelis. J'ai 60 ans passés, j'ai même 61 ans. Moi, je suis un vieux du capital investissement, ce qu'on appelle en anglais du private equity. J'ai commencé en 1987, à une époque où le marché du financement des entreprises n'existait pas. Voilà, c'était les familles qui finançaient Ok. d'autres entrepreneurs lors de la Uniquement les création. familles. Ouais. Vraiment, le marché a démarré dans les années 80-90. Et depuis, il s'est formidablement développé, y compris pour les startups, aussi bien que pour les entreprises plus mûres. Et moi, je fais ce métier-là maintenant depuis 37 ans. Voilà, un métier passionnant parce que je côtoie des entrepreneurs, je côtoie des histoires d'entreprises. Étant moi-même, entre guillemets, même si c'est sur un métier très particulier, qui est le financement des entreprises, créateur d'entreprises, puisque j'ai créé Capzanine, qui s'appelle Capza, en 2004, avec cette idée que j'ai 42 ans, après avoir travaillé dans des grands groupes institutionnels, dans ce métier du financement du capital investissement, j'avais envie d'être mon propre patron et de créer une société à mon image, avec mon ADN, avec cette idée que les financiers, c'était pas des banquiers. Je déteste quand on me parle de terme banquier en me disant « Ah, t'es un banquier ». Non, je ne suis pas un banquier, je suis un investisseur. Et être investisseur, c'est un métier très particulier. Je pense qu'on y reviendra tout à Mm. l'heure. Et moi, j'avais envie de créer mon entreprise avec mon ADN, qui était un ADN d'entrepreneur, et essayer de faire combiner à la fois cet ADN d'entrepreneur, qui me permet, je crois, de comprendre peut-être un peu mieux que la moyenne des gens qui financent les PME ou les startups, les entreprises, et en même temps avec ce profil d'investisseur financier. Voilà. Ok, hyper clair. Donc en gros, pour résumer, avant 2004, tu n'es pas ton propre patron, mais tu travailles dans ce monde-là. Qu'est-ce qui te donne ce déclic de te dire, tu as un déclic un jour, j'imagine, est-ce que ça intervient un petit peu après la bulle tech, tu te dis, tiens, c'est le moment, c'est une histoire de circonstances, il y a un moment, c'est juste, t'es prêt. Ouais, je pense que Thibaut, tu as bien répondu. Je pense que j'étais prêt. J'ai 42 ans. Alors, rétrospectivement, j'aurais dû le faire un peu plus tôt. Ok, Mais mon dernier job dans un fonds institutionnel, c'était le patron, directeur général d'ABN AMRO Capital, qui était le véhicule de capital investissement de la banque ABN AMRO en France, donc NSM, OBC, toutes les banques que détenait ABN AMRO en France. Et c'est confortable. Donc le problème, c'est à un moment donné, tu vis une vie confortable. Tu vois, je dis souvent, quand j'ai créé Capza, je suis passé du jour au lendemain. J'avais une voiture de fonction, j'avais un beau bureau, j'avais une assistante. J'étais invité dans tous les cocktails en ville qui allaient bien. Et du jour au lendemain, quand j'ai créé Capza, tout le monde m'a oublié pendant 6 9 mois, le temps que je réexiste à travers les levées de fonds que j'ai fait dans Capza fin 2004.
Donc c'est pas, tu vois, c'est comme toute création d'entreprise, hein, ça comporte beaucoup de risques, et pas uniquement un risque financier, mais aussi un risque d'existence sociale. Et je dirais que c'est aussi probablement important que le risque financier, et probablement qu'avant, j'étais peut-être pas encore prêt, et que j'avais fait le tour aussi des fonds d'investissement européens, puisque j'ai travaillé dans un fonds anglais, 3i, après un fonds français qui s'appelait la financière Natixis, et enfin un fonds hollandais, ABN AMRO. Donc voilà, après la deuxième raison, c'est que j'avais une approche un peu différente. Ce métier est un métier, le métier de financement aux PME, aux startups, où chacun essaye de vendre son produit sans toujours écouter son client. Son client, quand on est dans le capital investissement, c'est à la fois tes investisseurs qui t'apportent de l'argent pour pouvoir financer dans des entreprises, mais c'est aussi les entrepreneurs. Et j'avais toujours tendance à penser qu'on n'écoutait pas suffisamment les entrepreneurs. Donc c'est aussi pour cette raison-là que j'ai créé Capza. Et la dernière raison, c'est que j'ai voulu investir mon argent dans mon entreprise, ce que je pouvais moins faire quand j'étais dans un grand groupe institutionnel. Ok, hyper clair. Et alors, comme je te le disais un petit peu avant l'émission, le but n'étant pas aujourd'hui de parler que de ton aventure entrepreneuriale, mais parce que le but c'est aussi vraiment, et comme tu l'as justement dit, c'est de savoir un petit peu où en est l'état du marché, comment aujourd'hui on se finance, qu'est-ce qu'il y a demain selon tes propres yeux, ça va être hyper intéressant. Par contre, j'aimerais bien savoir, et ça m'intéresse même à titre perso, comment on se dit, quelle est ton aventure entrepreneuriale? C'est-à-dire le jour où tu passes tu es en CDI, tu cours les dîners en ville, tu es invité partout, tu existes socialement, tu as un bon niveau de salaire. Comment on fait pour créer, j'allais dire, un fonds de dette, de private equity? Voilà, c'est toujours des choses où on se dit, pour le commun des mortels, tu vois, c'est des métiers un petit peu plus... comment dire je pense qu'on s'imagine moins exactement ce que c'est. Tu vois, tu disais, on a l'impression que ça va être des banquiers, alors que ce n'est pas du tout ça. Comment on fait? On utilise son réseau, on a besoin d'avoir des bonnes connaissances en finance. Comment ça s'est passé pour toi les 6-9 mois là où tu étais un peu dans l'ombre justement? D'abord, ce métier, je le connaissais bien, puisque j'ai commencé en 87 et j'ai créé Capza en 2004, Capzanine en 2004. Donc déjà, il faut que tu aies une légitimité sur ton marché. Okay. Quelle que soit la boîte que tu crées, alors sauf si c'est un métier que personne ne connaît ou quelque chose de très nouveau, il faut que tu sois reconnu, connu, et je dirais que tu es ce qu'on appelle souvent un track record. Donc déjà, j'avais ce bagage-là sur lequel j'ai pu leverager, capitaliser. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est de se dire, je pense que le nouveau produit, puisque j'ai quand même développé un produit qui n'existait pas à l'époque, qui était cette forme d'hybridité où j'apportais du capital à des entreprises tout en apportant aussi de l'obligation, donc obligation capital, c'est un produit nouveau. Donc deuxième élément, je ne suis pas là pour refaire exactement ce qui existe sur le marché, je suis là pour faire une nouvelle proposition. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, et c'est souvent comme ça, et d'ailleurs quand moi je finance des entrepreneurs, que ce soit en start-up ou des entreprises plus mûres, en fonction de leurs besoins, c'est quoi le skin in the game? C'est qu'est-ce que vous allez investir en temps, mais aussi éventuellement en économie à mes côtés. Et ça, c'est le troisième élément. J'ai mis mon argent dans mon aventure entrepreneuriale. D'accord. Et ces trois éléments-là, si tu veux, alors après, ça marche ou ça ne marche pas, mais ils sont quand même nouveauté, volonté d'apporter partie de ton patrimoine et ta crédibilité. C'est quand même des éléments qui doivent te permettre, si tu n'es pas complètement naze, d'avoir une chance d'y arriver. Après, l'environnement macro, les facteurs exogènes jouent aussi beaucoup. Et je vais dire, dans la vie d'un entrepreneur, je pense qu'il faut avoir de la chance. C'est Napoléon qui disait ça de ses officiers, qui disait « Moi, je recrute que des gens qui ont eu de la chance. » Moi, je pense que si tu veux la réussite, on a beau tous se dire qu'on est super intelligent, mais la chance... Pour moi, c'est au moins la moitié de la réussite. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de chance du tout. Mais quand je dis ça, lucky, unlucky, quoi. Ils sont toujours unlucky. Je pense que ça, c'est un élément déterminant. Donc voilà, donc ça, c'est les ingrédients pour partir. Après, il faut que tu sois soutenu quand même. Il faut que ton environnement familial ou ton environnement d'amis soit là. Parce que tu passes d'un statut hyper confortable en CDI, pour prendre le terme, où on te paye à la fin du mois,
où tu sais que bon, si tu fais à peu près ton job, on ne va pas te dégager, à un statut où tu te retrouves, moi, j'arrive, et les premiers mois, j'étais tout seul dans 15 mètres carrés, je venais en vélo, et j'avais tout à reconstituer, c'est-à-dire, donc là, j'ai fait du marketing, j'allais appeler les gens en cold calls, comme on dit, en marketing direct, pour dire, vous vous rappelez de moi, vous m'avez vu quand j'étais chez ABN AMRO ou chez Troisy, je voudrais vous rencontrer pour vous présenter mon projet. Donc finalement, mon métier est spécifique, mais c'est la même démarche. C'est quelque part, je vais vendre mon projet. Comme toi, demain, si tu ouvres ton capital, tu vas vendre ton projet. Donc j'allais voir des entrepreneurs, parfois des entrepreneurs d'ailleurs, qui eux-mêmes étaient déjà successful, ou des fonds institutionnels, ou des familles, pour mettre des sous dans mon fonds. Bon. Et là, c'est là où je te dis, il ne faut pas que les 3 ingrédients précédents, mais il faut aussi avoir de la chance. Le timing n'était pas mauvais. Le marché du capital investissement, en 2004, commençait à accélérer. Donc, il y avait une demande, il y avait de l'appétit, il y avait de la curiosité. Et tu vois, j'avais comme objectif, moi, je m'étais donné un objectif modeste, mais en même temps réaliste. Je m'étais dit, je vais lever 50 millions d'euros. Et si j'arrive à m'y lever 50 millions d'euros, je suis le roi du pétrole. Et fin 2004, début 2005, j'en ai levé 200 millions. Voilà. Ok. Et là, c'était bien au-delà de ce que je pensais. Bon, entre-temps, je me suis aussi constitué une équipe, parce que tout seul, tu n'arrives à rien. Mais ça, je l'ai fait petit à petit, parce qu'il fallait gérer aussi le cash burn, comme on dit dans les startups, quoi. Et moi, c'était une startup, quoi, au départ. Ok. J'avais du cash burn. Et pour nos auditeurs qui sont peut-être un petit peu, j'allais dire, novices sur le sujet, donc là, pour bien comprendre un peu les mécanismes de comment fonctionnent vos entreprises, tu lèves 200 millions. Comment toi, tu vas te rémunérer là-dessus? C'est en fonction de la performance, tu vas prélever un fees, voilà, comment ça fonctionne? Les fonds de capital investissement, ils fonctionnent de la manière suivante. C'est-à-dire que tu as des investisseurs, familles, entrepreneurs ou institutionnels qui te confient. Quand tu dis institutionnel, ça va être quoi, par exemple? Les compagnies d'assurance, tu Ok. vois, on a AXA, la CDC, voilà, ou la CDC, c'est pas une... Mais voilà, Oui, ce des qu'on gens qui appelle veulent des placer leur zinzins. argent, ouais, C'est ok. des grands institutionnels, des fonds de pension, Ok, des banques, ok. voilà. Et donc, ils s'engagent à t'apporter cette somme pendant une durée qui est ce qu'on appelle la période d'investissement, donc pendant 5 ans. Et c'est vrai pour le venture aussi, c'est quel que soit les entreprises que tu finances, que ce soit des entreprises déjà assises ou des startups, tu as une période d'investissement de 5 ans. Donc, sur ces 5 ans, ces investisseurs s'engagent sur une somme, là en l'occurrence 200 millions d'euros. En contrepartie de ça, toi tu prélèves une commission, ce qu'on appelle une commission de gestion, qui représente la plupart du temps, quand c'est du capital, c'est moins vrai pour la dette, mais du capital 2%. Et c'est ces 2% qui te permettent de financer l'exploitation de ton entreprise, qui est ce qu'on appelle dans notre jargon à nous, société de gestion. Mais qui est une entreprise, tu vois, aujourd'hui, Capza, c'est, je crois, 115 personnes, 5 bureaux, donc 4 à l'étranger. Voilà, c'est comme une autre entreprise, simplement le produit est différent. Ok. Et ben, écoute, parfait. Et là, tu fais la transition par 7. Aujourd'hui, Kazza, c'est pas mal de milliards d'euros d'actifs. Aux dernières nouvelles, je crois que c'était entre 7 et 8, c'est ça? Ouais. Parce qu'il y a eu du chemin depuis, j'allais dire, les 200 premiers millions d'euros levés. C'est une équipe de combien de personnes? Donc alors aujourd'hui, c'est un peu moins de 8 milliards. Alors ça bouge tous les jours, parce qu'on espère toujours lever et on continue à lever tous les jours. Un peu moins de 8 milliards d'euros. On a 110, 115 personnes. Alors que ça bouge aussi, parce qu'on continue à recruter. Je crois que même dans les périodes difficiles, ou plus complexes, on va dire, il faut pas s'arrêter, surtout si on pense que le moyen terme est positif, porteur. On a 5 bureaux, donc Paris, Milan, Madrid, Munich, et plus récemment, début 2022, Amsterdam. Voilà. Et on a un plan pour essayer de continuer au-delà de l'Europe continentale. Voilà. Avec 6 métiers. Ouais. Donc les 6 métiers, c'est quoi? Je dis souvent, Capza, c'est comme ça que j'ai voulu le concevoir, c'est vraiment le financement des entreprises du plancher au plafond. Alors le plancher, c'est la dette senior, donc c'est de la dette comme ce que pourraient faire des banques, sauf que les banques sont de moins en moins là, et font surtout des dettes qu'on va dire court terme, amortissables. Donc chaque année, tu dois rembourser ta dette. Et nous, on fait la dette que les banques faisaient et continuent à faire un peu, mais moins, qui est de la dette non amortissable, qui est remboursée in fine au bout de 7 ans. Donc c'est une dette beaucoup plus longue, qui correspond plus à des horizons de temps d'entreprise.
Donc ça, c'est la dette C'est senior. quoi? On va parler d'horizon de temps de 5 à 7 ans 7 ans. 7 ans. 7 ans. Ok, 7 ans, tout le temps. Ouais. Ok. Alors c'est variable, ça peut être entre 6 et 8, mais en D'accord, moyenne, ok. c'est 7 ans. Ensuite, on a, donc ça, ce fonds s'appelle Artemide, hein, il a un nom spécifique, différent de Cabza. Ensuite, on a un fonds qui s'appelle Cabza Private Debt, qui lui fait ce qu'on appelle de l'unitranche et de la mezzanine. Donc là, c'est des outils obligataires, ce n'est pas des prêts, c'est des outils obligataires, mais qui d'une certaine manière sont des substituts, l'unitranche, à la dette senior. Simplement, c'est généralement des montants plus importants, des leviers. Alors je rappelle ce que c'est qu'un levier. Quand vous avez une rentabilité, alors on va prendre les termes d'EBITDA, hein, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation avant amortissement, eh bien, on ramène le montant de la dette à cet excédent brut et ça vous donne le levier. Et donc le levier, il est plus important quand vous faites de la dette unitranche que quand vous faites de la dette senior. Donc il y a un profil de risque un peu plus élevé. Donc ça, c'est Cabza Private Debt. Ok. Et là, j'imagine que c'est pour des entreprises qui déjà dégagent plusieurs millions d'euros d'EBITDA, peut-être une dizaine de millions. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. C'est à partir de 10 millions d'euros d'EBITDA. Ok. Et ensuite, on a des outils plus equity, plus action. Donc on a un fonds small cap qu'on appelle Cabza Transition, donc il fait à la fois du capital et de l'obligation pour des entreprises qui font 2-3 millions d'euros d'EBITDA jusqu'à 7-8. On a un fonds Flex Equity, qui est un de nos fonds historiques avec l'unitranche, qui est un fonds qui regarde des entreprises entre 7 et 20 millions d'euros, 15-20 millions d'euros d'EBITDA. Un fonds mid-market qu'on vient de lancer, là, qui est en cours de levée, qui est en plus axé sur un sujet qui est le climat, hein, la décarbonation. Accompagner les entreprises traditionnelles sur la décarbonation, parce que c'est bien de faire du green native, c'est-à-dire des renouvelables, de l'économie circulaire, mais il faut aussi accompagner, si on veut faire en sorte de lutter efficacement contre le climat, accompagner les entreprises traditionnelles vers ce chemin-là. Donc ce fonds Flex Equity Mid-Market, c'est des entreprises plus grosses, des ETI, au-delà de 20 millions d'euros d'EBITDA. Et puis on a un dernier fonds, qui s'appelle Cabza Growth Tech, que tu connais, qui est un fonds qui, lui, intervient sur des sociétés break-even plus, mais de croissance tech digitale. Voilà. Et donc là, tu as les 6 offres, les 6 verticales de Cabza aujourd'hui. Okay. Donc là, tu peux t'adresser à différentes problématiques, différentes tailles d'entreprises. La question que je me posais, c'est par rapport à ce qu'on appelle les VC. Enfin, est-ce que vous êtes parfois en concurrence du coup? Est-ce que parfois, est-ce que toi, tu t'es un jour posé la question d'extendre un petit peu ton offre en allant un petit peu sur segment qui est plutôt, j'allais dire, peut-être un petit peu plus localisé dans le monde de la tech, sur des enjeux un peu plus risqués Alors, il y a déjà, on va dire, jusqu'à 2022, il y avait une foultitude de fonds VC. D'ailleurs, moi, je suis également souscripteur à titre personnel de fonds VC en France et beaucoup en Israël. Ok. Et je reviendrai peut-être là-dessus après. Donc, je me suis dit, il y avait pléthore, initié notamment par la BPI et par les pouvoirs publics, et qu'on n'avait pas vraiment de white space, si tu veux, pour se lancer dedans. Donc non, aujourd'hui, on n'a pas cette vocation. Donc nous, on vient plutôt en succession des VC. Okay, ouais. Et aujourd'hui, quand même, un des vrais sujets qu'ont les VC, hein, et qui vont avoir de plus en plus, c'est quoi ma liquidité à terme. Parce que pour que tout le modèle fonctionne, il faut quand même qu'à un moment, tu rentres de l'argent à tes investisseurs. Sinon, les investisseurs, ils ne te redonnent pas d'argent. Or, aujourd'hui, la bourse, il faut oublier, surtout pour le small cap. Hein. Les industriels... Small cap, tu peux préciser ce que c'est ? Le small cap, c'est des entreprises, on va dire, dont la valorisation est inférieure à 400-500 millions d'euros. Quoi. Okay. Ouais, alors, même moins que ça, c'est plutôt 100-150 millions d'euros. Les industriels étrangers sont là, mais sur des sujets très spécifiques. Et plus ta société que tu as financée en venture est grosse, moins c'est évident pour les industriels d'acheter. J'expliquerai peut-être après si ça t'intéresse pourquoi. Et donc il reste les fonds de capital investissement pour prendre le relais des fonds venture. Et je pense que là, il y a effectivement beaucoup d'opportunités. Et surtout, ça répond aussi souvent à la volonté d'un certain nombre d'entrepreneurs, dirigeants, de ne pas se vendre obligatoirement à un industriel s'ils croient dans leur société et dans le devenir de la société, sachant qu'il faut quand même qu'ils trouvent une liquidité à ces investisseurs de départ. Oui, bien sûr. Tu vois. Ok, alors avant de passer, j'allais dire, à tout ce qui, je pense, intéresse beaucoup nos auditeurs, à savoir
Est-ce qu'on est dans une crise? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une crise des liquidités? Comment on se finance si demain on est une entreprise? Est-ce qu'il y a des changements de paradigme à prendre en compte? Avoir aussi un petit peu ton avis sur justement les valos qui étaient très hautes, qui ont fait les choux gras de la presse. Quid de ces entreprises qui peuvent aujourd'hui, est-ce qu'elles peuvent se refinancer? Qu'est-ce que ça amène sur le marché de la finance globale? Et puis, un petit peu tes prédictions sur l'avenir, parce que je pense que tu as beaucoup d'analystes qui travaillent à savoir un petit peu, à décrypter le monde économique et du financement dans sa globalité. Voilà, avant l'émission, on parlait de l'intelligence artificielle, on parle de climat, on parle de tout, voilà, tout un tas de défis ou pas, hein, ou d'opportunités qui vont avoir lieu. J'ai une dernière question à te poser sur Capza qui m'intéresse. C'est comment vous allez, j'allais dire, repérer vos pépites. Parce que là, on a parlé de votre mode de fonctionnement, de ton aventure entrepreneuriale, un petit peu des gens qui vont te financer, qui vont apporter cet argent pour que toi, tu puisses aller chercher. Est-ce qu'en général, c'est plutôt l'inverse? C'est plutôt des gens qui viennent vous voir? Ou vous avez une sonde un petit peu pour aller justement dénicher les pépites qui vont avoir besoin de financement? Alors, c'est un peu les deux, Thibaut. D'abord, nous, il faut savoir que chez Capza, je dirais par goût d'ailleurs au départ, un peu de manière empirique, depuis presque 20 ans maintenant, on a surtout investi dans 3 verticales. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas généraliste, et je pense qu'il faut d'ailleurs qu'on élargisse un peu notre scope, qui sont la santé, le business to business services et la tech. Donc déjà naturellement, quand tu as investi plusieurs milliards d'euros sur ces segments-là, tu leverages ton écosystème là-dessus, tu as des opportunités qui te viennent de cet écosystème, au-delà, je dirais, traditionnellement, de ce qui peut être apporté par ailleurs par des cabinets de fusion et acquisition et cabinets de conseil. Donc je dirais que notre legacy, hein, ce portefeuille, puisqu'on a investi depuis 2004, on a investi dans 300 entreprises. Hein, donc on a investi quelle que soit la typologie du produit, dans beaucoup d'entreprises. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, comme nous tous, on s'intéresse, on lit, on s'intéresse à ce qui nous paraît être le plus porteur. Et là, on fait aussi ce qu'on appelle la démarche directe. C'est qu'on va approcher des chefs d'entreprise en disant, pour cette raison-là, nous, on s'intéresse à ton secteur, on s'intéresse à ton entreprise, on s'intéresse éventuellement à faire des croissances externes et tu peux être notre plateforme de démarrage. Et donc on est là pour t'accompagner, pour consolider un marché ou pour profiter de la croissance de ce marché. Donc il faut être à nouveau très pragmatique et je pense que voilà, les pépites, tu les trouves par ton écosystème, tu les trouves aussi par les cabinets de fusion et acquisition et tu les trouves parfois du ciblage direct, marketing direct. Top. Voilà. Eh bien, écoute, comme ça, au moins, tu vois, on se disait, on a tenu le timing. Super. Écoute, génial d'avoir, j'allais dire, posé les bases un petit peu de ton monde à toi. Ce qui va beaucoup nous intéresser, je pense, aujourd'hui, c'est ta vision de l'environnement économique. On en parle beaucoup depuis 2 ans, un petit peu, voilà, tu parles de cycle, toi, voilà, tu as plus de recul, donc c'est plus facile. Moi, en tant que jeune entrepreneur, j'ai l'impression qu'on est dans une pagaille là depuis quelques années. Ça fait que 3-4 ans que nous, on entreprend. Et en fait, on se dit que ça va être ça comme ça peut-être toute notre vie. Et toi, tu dis, en fait, des cycles, des crises, il y en a tout le temps. C'est quoi ta vision du moment? Parce que moi, ce qui m'a marqué, et d'ailleurs, tu es un des premiers à me l'avoir dit, et tu m'as dit, aujourd'hui, on est plutôt dans une crise à la 95 qu'une crise de 2008 ou une crise Covid. Voilà. Comment tu considères actuellement l'état du marché? Est-ce qu'on est en crise? Et comment tu l'évoques, toi, avec tes mots? Alors d'abord, on est dans un monde complexe. Je vais positiver les choses. D'abord, on est en train de vivre une période formidable. Moi je dis toujours, c'est d'une complexité inouïe. Ça comporte un nombre de risques incalculables. Mais waouh, quoi, c'est incroyable d'un point de vue intellectuel. Entre le défi climatique, le défi de l'IA et les facteurs géopolitiques, t'as de quoi, effectivement, c'est rock'n'roll, mais c'est passionnant et ça va être des sources d'opportunités fantastiques. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, et là, je me suis, moi, comme beaucoup de gens, la résilience des économies européennes, voire américaines, sur la fin de l'année 2022, a été bien supérieure à ce qui était anticipé. Parce que je te rappelle que les économistes s'attendaient à avoir un fort ralentissement dès la fin 2022. Or, on ne l'a pas eu.
Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Ça s'explique ou c'est Oui, juste... alors il y a plusieurs phénomènes. Alors, il y en a qui sont artificiels, Mhm. il y en a pas mal qui sont artificiels. D'abord, c'est le quoi qu'il en coûte. Fameux quoi qu'il en coûte. Mhm. Si tu veux, à force d'inonder la planète comme on l'a fait, c'était une nécessité au moment du Covid, sauf qu'on ne s'est pas arrêté post-confinement. Les États, notamment la France, qui en la matière a fait même beaucoup plus que la plupart des autres pays européens, ont continué à alimenter, si tu veux, le quoi qu'il en coûte. Avec en plus la guerre en Ukraine, où ils ont continué à le faire, notamment pour les particuliers, sur le prix de l'énergie. Donc tout ça, quelque part, bah, ça a drainé du cash, ça a drainé de l'épargne, ça a drainé des économies qui nous ont permis quelque part, et ça c'est le côté positif, je vais dire, sur la fin 2022, de pouvoir finalement avoir une croissance économique qui a pas du tout, enfin qui a moins ralenti que ce qui était attendu. Notamment pourquoi? Parce que tout le monde s'est lâché. C'est-à-dire qu'après le Covid, les gens avaient besoin de vivre, les gens avaient besoin de consommer. Et quand tu vois dans les restaurants, et tu vois, je suis très ami avec un des plus gros restaurateurs français qui s'appelle Olivier Bertrand, qui a un groupe qui s'appelle Groupe Bertrand. Et je l'avais au téléphone ce week-end, et je lui dis, mais alors, est-ce que les restaurants, ça continue à tourner? Il me dit, ouais, ça continue à tourner. Donc aujourd'hui, tu as cette soif de consommation qui a été aidée par ce quoi qu'il en coûte, qui amortit le choc de la conjoncture économique, même si à côté de ça, tu as des sujets d'impact sur l'économie que sont les taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt liée à la hausse de l'inflation, qui bien qu'elle ait baissé fortement, puisque les prix de l'énergie ont chuté depuis le début de l'année 2023, reste quand même à des niveaux historiquement élevés, parce que je te rappelle quand même que jusqu'à début 2022, fin 2021, il n'y avait plus d'inflation. Hein. Le monde ne connaissait pas l'inflation. Après, c'était complètement artificiel, mais enfin, c'était une réalité. Donc, on vit quand même maintenant avec une inflation qui va durer. Alors après, la question, c'est est-ce que ce sera 4%, 5%, 3%, mais qui va durer un peu de temps. Et la vraie question par rapport à ça, c'est de se dire, bah, c'est formidable, on consomme, génial, ça a permis d'amortir le choc de la récession ou du ralentissement économique, mais combien de temps ça va durer? Et la plupart des gens, la plupart des patrons d'entreprise, je pense aussi que c'est le cas de tous les patrons de start-up ou de PME que je connais, c'est est-ce que c'est durable? Est-ce que les gens vont continuer à consommer? Est-ce que les entreprises vont continuer à investir? Ou est-ce que le renchérissement du coût des crédits, l'environnement géopolitique qui est quand même franchement instable, va commencer à créer cette fissure, cette perte de confiance, d'ailleurs que tu commences à voir dans les enquêtes, notamment auprès des patrons des entreprises, etc. Et je te rappelle que l'Allemagne est rentrée en récession là, la semaine dernière. Voilà. Chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps, j'imagine. Alors, tu as eu l'année 2020, mais qui est une année, on va dire, totalement artificielle. Hein. Tu as eu le Mhm. Covid et un arrêt sur image. Mais si tu enlèves l'année 2020, c'était pas arrivé depuis 2009. Hein. Et puis l'année 2020, grâce à l'intervention des États et des banques centrales, en réalité, l'économie a été sous perfusion. Donc c'était une parenthèse. Et puis derrière, ça redémarrait mais de folie, avec les problèmes de supply chain ensuite que tu as eu, tu vois. Donc oui, donc il y a une vraie inquiétude par rapport à est-ce que la consommation va tenir, est-ce que la demande va tenir, sachant qu'en plus, tu as quand même le phénomène des hausses de salaire, qui est une réalité, ce qu'on appelle l'inflation du second tour. Hein. Tu as eu la hausse des prix des matières premières, tu as eu les hausses de prix de l'énergie, maintenant tu as quand même l'impact de la hausse des salaires. Et donc, tu as deux cas de figure, tu as deux scénarios, hein, et moi je suis incapable de dire lequel sera celui qu'on va avoir dans les 9 mois qui viennent, ou 12 mois qui viennent. C'est soit on a un ralentissement très fort, donc une récession. Et à ce moment-là, tes taux d'intérêt baisseront et ton inflation baissera plus rapidement que ce qu'on a aujourd'hui. Soit tu as ce qu'on appelle le soft landing, c'est-à-dire un ralentissement, mais qui ne va pas aller vers une récession, on va dire, assez forte. Quelque chose de Et progressif. là, l'inflation risque d'être restée à un niveau élevé, parce que d'abord, le prix des services, c'était mieux à placer pour le faire, pour le savoir, puisque toi, tu es prestataire de services, ne baisse pas. Premier élément. Deuxième élément, les salaires situés sur du soft landing, bah, ça va baisser, mais pas tant que ça. Et troisième élément, tu as quand même des facteurs qui jouent pour le maintien d'une hausse des prix. C'est d'abord le problème du rapport entre la demande et l'offre de travail. Tu as quand même énormément de secteurs où, paradoxalement,
tu ne trouves pas de candidats. Et donc, la difficulté de recrutement crée une pression à la hausse des salaires. Et puis, enfin, dernier élément aussi important, c'est les facteurs géopolitiques, c'est-à-dire la réindustrialisation, c'est-à-dire on va de plus en plus, dont le président Macron a parlé il y a 15 jours, c'est formidable de vouloir recréer des emplois dans l'industrie en Europe, c'est génial, sauf que ce n'est pas déflationniste, c'est inflationniste, puisque le prix, les salaires, les charges sociales dans nos pays sont bien supérieurs à ce que coûtent les salaires dans les pays émergents. Donc ça, c'est inflationniste. Et dernier point potentiellement très inflationniste, même si je pense que c'est nécessaire, c'est la transition énergétique. Ok, alors là, il y a eu plein de sujets dans tout ce que tu as évoqué. Là tu as évoqué plein de choses, et notamment, est-ce que tu as des indicateurs, par exemple, là, tu as parlé des salaires et donc du coup de l'activité économique. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup de plein emploi, tu vois. C'est parfois quelque chose qui, moi, à titre perso, mais tu l'entends un petit peu aussi en disant, est-ce qu'il y a vraiment une crise qui pointe le bout de son nez alors qu'on n'a jamais eu autant d'emplois? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez qui est corrélé selon toi? Alors, on est quand même dans un monde très paradoxal aujourd'hui, parce que, effectivement, le taux de chômage ne monte pas. Il se stabilise, voire il avait baissé et maintenant il se stabilise, malgré le ralentissement économique que l'on est en train de vivre. Je parlais de l'Allemagne, mais c'est vrai dans toute l'Europe, même si on reste légèrement en croissance en France. Mais tu as quand même un phénomène qui est difficilement mesurable. Tu as deux phénomènes difficilement mesurables. D'abord, tu as une chute de la productivité depuis le Covid, comme on ne l'a jamais eu. C'est-à-dire que tu as vraiment un sujet de productivité. Donc ça, si tu veux, qui dit baisse de la productivité... Quand tu dis de productivité, c'est qu'il y a eu pendant le Covid, mais qui a repris depuis. Toi, tu considères qu'il y a encore un problème de productivité aujourd'hui? Il est omniprésent, la productivité. Pourquoi? Parce que le télétravail, tout le monde se disait que c'était formidable. Et il y a encore 2-3 ans, on disait même que la productivité augmente, sauf que toutes les analyses te montrent que ce n'est pas le cas, à telle enseigne que, y compris dans les startups américaines aujourd'hui, certains, notamment le patron de Netflix, disait maintenant vous rentrez au bureau, sinon vous dégagez, quoi. Je ne sais pas si c'était le patron de Netflix ou d'Amazon. Je pense que tu... Donc tu as un vrai sujet, et ce sujet, il est complexe. Et puis tu as un deuxième élément, c'est que la notion de rapport avec le travail de l'individu a changé. Donc ça, c'est un facteur impactant sur la productivité, mais aussi sur la disponibilité des ressources, sachant qu'en plus, tu as un vrai problème d'adaptation entre l'offre et la demande d'emploi. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont formés pour des emplois qu'il n'y a pas, et inversement, y compris, pas uniquement, je dirais, des emplois à haute valeur ajoutée, même si, mais des emplois nécessaires et utiles, comme tu vois la restauration et l'hôtellerie, où tu n'as plus personne qui veut aller faire de la restauration et de l'hôtellerie, bien que tu aies augmenté les salaires de 15 à 20%. Donc ce problème d'adaptation fait que tu as effectivement tu as des gens qui bénéficient de tout l'argent qui a été distribué pendant le Covid et qui ne sont pas revenus encore, ils ne sont pas allés chercher un nouvel emploi. Et paradoxalement, tu en as d'autres qui ne trouvent pas d'emploi. Donc ce problème-là fait que tu as un quasi... Alors après, le problème des statistiques, c'est qu'il faut mettre des bémols sur le plein emploi, etc. Mais disons qu'il y a effectivement, aujourd'hui, tu as un ralentissement de l'économie avec des problèmes d'adaptation offre-demande de l'emploi qui ne sont pas résolus, loin de là. Okay. Sachant qu'en plus, je terminerai, tu as un sujet de population active. Notre monde, notamment en Europe, vieillit. Donc tu as un solde négatif de ta population active. Donc tous les ans, à partir de maintenant, tu vas avoir plus de personnes qui partent à la retraite, qui rentrent dans la vie active. Donc ça vient en plus renforcer cette problématique d'adaptation offre-demande. Et effectivement, si tu as de moins en moins de gens dans la population active, dans certains, tu as moins de problèmes d'emploi. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, sur ce socle un petit peu, j'allais dire, économique, démographique, social, environnemental, etc., dans les règles, j'allais dire, du financement, il y a 1 an ou 2, on entendait des levées de fonds à plusieurs centaines de millions d'euros, on parlait de licorne, l'accès au financement, ça coûtait rien, l'argent était presque gratuit, entre guillemets. Il y a eu un vrai changement de paradigme. Comment on fait aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que c'est beaucoup plus compliqué de se faire financer? La réponse est oui, et c'est vrai partout.
Aujourd'hui, si on revient sur le sujet d'inquiétude sur le ralentissement économique, il est lié d'abord à la hausse des taux d'intérêt, hein, la dette coûte extrêmement cher. Toi, ton avis sur la question, mais très vite fait, oui, non, c'est aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne chose que la BCE, la Fed, etc., continuent à augmenter ces taux? Moi, je pense que je ne suis pas convaincu que de continuer à monter les taux casse obligatoirement l'inflation. Donc je pense il serait préférable qu'ils arrêtent de monter les taux. Ok. Ce qui est un petit peu en train de... on sent qu'on arrive un petit peu un peu en haut de la syntope, quoi. Ouais, on arrive probablement en haut de la symptote. Après, le problème, c'est que c'est pas pour autant que ça va baisser rapidement. Ok. Et, Ok. les taux sont déjà, on va dire, sont supportables parce que juste, hein, l'Euribor aujourd'hui, il tourne autour de 3,5. C'était l'Euribor que tu avais en 2008. Hein. Donc c'est pas comme si on l'avait pas vécu avant. Mais le problème, c'est que tu as un monde qui a vécu pendant des années sans inflation. Et donc, les acteurs économiques, les patrons d'entreprise, etc. Moi, je passe beaucoup de temps auprès de mes chefs d'entreprise. Alors, moi, maintenant, parce que ça y est, ils ont commencé à intégrer. Mais au départ, la notion de comment tu te repères dans un monde d'inflation alors que tu n'en as jamais vécu, sauf quand tu étais gamin, c'est très compliqué, tu vois. Ok. Et donc, du coup, pour Donc, casser cette parenthèse, aujourd'hui, tu disais se financer, ouais, c'est clairement Donc plus le dur. financement, ça c'est vraiment le sujet pour moi. Donc il y a le coût, deux, il y a la sélectivité. C'est que les banquiers sont de plus en plus sélectifs, les fonds de dette comme nous le sont aussi, parce que tu as aussi un sujet de visibilité sur ta conjoncture. Donc tout ça rend l'exercice extrêmement compliqué. Et alors ce que je dis là pour les entreprises d'une certaine taille, c'est encore plus vrai pour le venture. Et pour revenir sur le venture, si tu veux, moi ce qui me frappe beaucoup quand même, c'est que j'ai l'impression de revivre 2002, quoi. Tu vois, la fameuse bulle Bulle de la de la tech, ouais. tech 98, 2001, 2002. J'ai l'impression qu'on est en train de revivre la même chose. Et c'est marrant parce que finalement, l'être humain n'apprend pas de ses erreurs passées. Et tu vois, moi j'ai eu des échanges avec certains fonds de venture en 2021 où les valos étaient stratosphériques et tout le monde s'accordait à dire que les valos étaient stratosphériques, sauf que la plupart ont continué à lever, tant mieux pour eux, parce que ça permet d'avoir du cash, mais n'ont pas vendu. Et après, maintenant que les valorisations se sont crachées, bah, ils se disent merde, nous, les fonds de venture, on n'a pas vendu. Et quand tu vois la liquidité des fonds de venture, en moyenne, hein, c'est extrêmement faible. Parce qu'ils n'ont pas profité de cette période, on va dire, euphorique, 2018, je vais dire à début 2022, 2017, début 2022, pour réaliser des sorties et vendre. Voilà. Donc aujourd'hui, tu es dans une situation où ça, et puis deuxième élément, si tu veux, c'est de dire on veut de la croissance à tout va. Pas grave si tu burnes beaucoup de cash, ce qu'on veut c'est de la croissance. Sauf que à la fin, que ce soit une start-up ou une entreprise plus traditionnelle, tu restes une entreprise. Et si tu veux pouvoir te financer, t'autofinancer, tu ne dois pas être uniquement dépendant d'un financement extérieur. Et à un moment donné, il faut quand même que tu dégages de la Ouais, bien sûr. rentabilité. Et d'ailleurs, c'est là où, alors, je pense que moi, je ne l'ai pas connu, mais quand tu parlais de crise bulle de la tech, plutôt les années 98, 2001, 2002, aujourd'hui, j'allais t'en parler, on parle beaucoup plus, le mot rentabilité revient un petit peu dans toutes les bouches, vs le simple enjeu de croissance en se disant on acquiert des clients, puis on verra, on se trouvera après un business model. J'exagère un peu, mais ça aujourd'hui, je pense que le VC est beaucoup plus exposé à peut-être des entreprises un petit peu déjà comme celles que tu finances qui, elles, vont être rentables. Oui, alors le problème, c'est que tu passes toujours d'un extrême à l'autre. Tu vois, jusqu'à juin 2022, c'était croissance, 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 et le cash, burn cash, consommation de cash, on s'en fout. Là, maintenant, tout le monde, on serre tous les boulons, on veut de la rentabilité, ce que je comprends, hein, parce que c'est le balancier dans l'autre sens. Euh, Absolument. Mais après, il ne faut pas non plus que ta croissance soit altérée. Donc, il faut trouver un équilibre qui est compliqué entre une rentabilité et une croissance qui se poursuit. Parce que si toi, tu ne le fais pas, aux États-Unis, où ils ont cet ADN, hein, je rappelle, hein, l'ADN de la croissance est beaucoup plus marqué aux États-Unis qu'en Europe, et il ne faudrait pas que eux acceptent, bon, eux aussi, hein, ils sont dans la même logique, hein, en disant il faut quand même que tu génères du cash. Mais qui dit cash,
quel niveau de rentabilité. Il ne faudrait pas aller un phénomène inverse où on va être obsessionnel sur la rentabilité au détriment de la top line de la croissance, parce que c'est des parts de marché qui seront piquées par les autres par rapport à toi si tu ne finances pas ton développement. Et du coup, là-dessus, ton avis sur toutes les startups qui sont devenues des licornes, entre guillemets, donc des entreprises qui sont censées valoir plus d'1 milliard, et j'imagine toutes avaient pour objectif probablement de s'introduire en bourse. C'est quoi ton avis sur leur cas en question? Parce que toutes, je pense, n'étaient pas rentables. Comment on se refinance, entre guillemets, quand on a été financé sur des valos très très hautes? Bah, c'est tout le problème du venture, c'est-à-dire tu as eu des valorisations très élevées, de manière un peu, on va dire, artificielle parfois, hein, parce qu'ils mettaient en place des systèmes de preferred, parce que les valorisations, même de l'avis de certains VCs, étaient déjà extrêmement élevées. Et le problème aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, alors il y a toujours des exceptions, mais tes valorisations sont plus faibles que les derniers tours des VC précédents. Donc tu as un problème, d'acceptation. Hein. Il faut que les dirigeants de ces startups, mais surtout les VCs, acceptent que finalement, pour pouvoir financer le développement et la poursuite de l'entreprise, les valorisations baissent. Donc ils perdent de l'argent à ce moment-là. Bah, en tout cas, en termes d'affichage, Ouais. c'est compliqué vis-à-vis de leurs souscripteurs, de leurs investisseurs. Ça, c'est un premier élément. Puis deuxième élément, c'est que je pense que on peut pas mettre toutes les licornes et toutes ces sociétés au même niveau, parce que certaines avaient quand même des business models, on va dire, où la technologie, où c'était surtout du marketing, et où la notion de technologie et de ses barrières à l'entrée était relativement faible, et d'autres où tu as une vraie valeur technologique. Et là, même s'il y a ce sujet de valorisation qui doit être traité, hein, évidemment, tu auras plus facilement des capacités à trouver des financements. Donc tu vas avoir, je vais dire, il va y avoir un nettoyage du marché entre celles qui ont une vraie pérennité du fait de leur technologie et celles qui ont été un peu gonflées par une euphorie, un peu comme on l'avait vécu lors de la bulle de la tech en 98-2000. Okay. Voilà. Et quand tu dis nettoyage, ça sous-entend qu'il y a pas mal de ces boîtes-là qui vont pas retrouver et qui vont se retrouver à court de cash et qui vont mettre la clé sous la porte? Bah, tout dépend du montant de cash qu'elles ont. Mais si tu veux, c'est ce qu'on appelle, tu sais, c'est parce que tu peux te poser la même question sur le capital investissement. Hein. Tu as des fonds aussi qui vont peut-être avoir plus de mal à lever parce qu'ils n'arriveront pas à avoir cette fameuse liquidité. Donc on appelle ça des zombie funds. Bah, peut-être que tu vas avoir effectivement un certain nombre de sociétés qui continueront on va dire, à végéter, mais qui n'auront plus le fuel pour croître rapidement et qui seront des zombie companies parce que la valorisation initiale ou la valorisation des tours précédents aura été très élevée et tu n'as pas d'acheteurs. Et donc ça peut durer, tu vois. Tu peux avoir un effet comme ça de latence qui peut, sans que les sociétés disparaissent, perdurer, même si tu auras aussi un certain nombre de sociétés qui vont mettre la clé sous la porte. D'ailleurs, tu as déjà un certain nombre de startups, malheureusement, qui mettent la clé sous la porte, parce que là où c'est le plus compliqué aujourd'hui, c'est quand même ce qu'on appelle le early stage. Ok, même si on voit que les montants sur les seeds, les vraiment toutes petites tours, ça a l'air de continuer à fonctionner comme avant. Après, je le vois à titre perso, j'ai l'impression que maintenant, toutes les personnes qui investissent dans des tours de seed, il y a quand même ce côté, c'est plus le FOMO de « Ah tiens, je vais louper un tour », etc. Il y a quand même comment tu vas gagner de l'argent, et que c'est après, je pense, où c'est les séries A, séries B. Le plus compliqué, c'est à mon avis, série BC. Tu vois. Je pense que le très très early stage, d'ailleurs, tu as un certain nombre de fonds de venture qui redescendent parce que d'abord, tes valorisations, c'est plus facile à valoriser par rapport à toutes ces complexités sur les valorisations passées des séries B, C ou D. Là où tu as un vrai problème, c'est sur les sociétés qui ont levé déjà plusieurs dizaines de millions d'euros et qui sont sur des problématiques d'ajustement de la valorisation et où derrière la top line ne correspond plus aux valorisations de 2020 ou 2021, si tu veux. Ok. Aujourd'hui, selon toi, quand une entreprise, alors pas forcément, du coup, on va rester sur le sujet d'une entreprise, une PME, une ETI qui veut se financer. C'est quoi les motifs aujourd'hui de devoir se financer? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Ça va être, si tu es capable de te financer, finance-toi, tu sais pas de quoi demain est fait. Tu en as qui vont se financer pour se développer.
Bref, est-ce qu'il y a un motif aujourd'hui, à l'heure où on se parle, un bon motif pour se financer selon toi? Hmm. La question elle est compliquée parce que ça dépend un Est-ce peu. que, je reprends ma question parce Ouais, qu'elle est un peu large. ouais. Est-ce qu'aujourd'hui une entreprise qui n'a pas forcément de besoin de financement Ouais. doit quand même essayer d'obtenir des financements en vue d'une inconnue dans le court moyen terme? Bah, si tu veux, le problème, c'est à nouveau, quel est le scénario qui va être le scénario des 2, 3 prochaines années. Si tu te dis, tu es pas dans un soft landing, mais tu vas vers mon deuxième scénario qui est une récession, même si le coût du financement, que ce soit en dette ou que ce soit en equity, puisque les valorisations baissent, même si elles restent quand même extrêmement élevées, hein, Hmm. bah, j'aurais tendance à dire, si tu peux lever aujourd'hui, même si c'est un moins qu'il y a 2 ans, bah, peut-être qu'il faut le faire parce que s'il y a bien un élément sur lequel il y a peu de visibilité, c'est sur ce qui va se passer dans les 2, 3 ans qui viennent. Moi, je suis très optimiste à moyen terme, mais je pense qu'effectivement, tu as quand même beaucoup, beaucoup de facteurs d'inconnus en ce moment, que je citais tout à l'heure, et qui fait que si tu peux te financer dans des conditions à peu près correctes, moi, je militerais quand même pour le faire. Ok. Et se financer selon des conditions correctes actuellement, tu les décrirais comment? Bah, alors, à nouveau, ça dépend si c'est de la dette ou de l'equity, mais tu vois, si c'est de la dette, alors ça dépend si tu es du venture, ce qu'on appelle, donc là, qu'on appelle les venture loans, hein, ou une entreprise déjà qui dégage de la rentabilité et de l'EBITDA. Mais si tu es en venture loan, ben, si tu veux, je pense que 14-15%, c'est cher, mais je pense que tu obtiendras probablement pas beaucoup moins dans 3 ans. Ok. Et si tu as du cash, tu as du cash pour te développer. Et si tu es une entreprise qui dégage encore de la rentabilité, déjà de la rentabilité, bon, là, si tu veux, je pense qu'il faut voilà, autour de 10% si c'est de la dette. Et après, en equity, c'est une question de valorisation. Ouais. Mais je Ouais, pense qu'aujourd'hui, si tu as une entreprise qui se développe bien, qui est sur un secteur résilient, hein, aujourd'hui, par rapport à la valorisation il y a 24, 36 mois, la baisse n'a pas été significative. Hein. Tu es entre peut-être 10-15% de baisse. Ce qui est quand même, paradoxalement, même logiquement, si tu veux, en termes de quand tu vois le coût de la dette aujourd'hui, quand tu vois la situation, peu. Donc si tu peux saisir cette opportunité, même si la valorisation a un tout petit peu baissé, je pense que c'est le moment de la saisir. ok. Dernière question que je te pose un petit peu par rapport à l'environnement qu'on vit. Juste avant que tu arrives, tu m'as donné un petit détail qui, moi, m'a marqué. Tu disais, ouais, là, à New York, il y a eu des ventes aux enchères dans l'art, où c'est une des premières fois. Alors, j'imagine pour toi, c'est des petits indicateurs qui annoncent un petit. Vous devez avoir plein de petits indicateurs que vous suivez. Donc là, tu disais, il y a eu une vente aux enchères où c'est la première fois que les prix de vente affichés, Hmm. le prix vendu était Hmm. inférieur Hmm. à ce prix de vente. Alors, ouais, pour être plus exact, c'est que donc c'était chaque année, tu as 2 saisons de vente aux enchères. Là, donc c'était une saison où tu avais des grandes ventes aux enchères, Sotheby's, Christie's, etc. Et tu as eu beaucoup de lots, y compris hein, de peintres connus comme Jeff Koons, qui se sont vendus en dessous de l'estimation basse de la vente aux enchères. Alors ça, si tu veux, c'est fait très longtemps que ça n'avait pas eu lieu. Et l'analyse, on en revient à ce que tu disais par rapport à ta question, est-ce qu'il faut se financer maintenant, si on peut ou pas? La réponse est oui, parce qu'aujourd'hui, le cash a une vraie valeur. On avait perdu la valeur du cash, si Hmm. tu veux. Jusqu'à il y a 2 ans, Hmm. les gens se disaient, les taux étaient à zéro, voire négatifs. La valeur du cash, c'était zéro, quoi. Les gens se disaient, aujourd'hui, si tu veux, tu peux placer ton cash, toi, Thibaut, tu peux aller voir ta banque qui va te rémunérer ton cash à presque 4% sur un an. Donc le cash a à nouveau de la valeur. Et donc, si tu veux, les gens se disent, y compris les gens très riches, puisque les ventes de tableaux dont je te parle, c'est plusieurs millions de dollars hein, de ventes de tableaux, c'est pas des petits tableaux. Bah, même les gens riches se disent, moi je veux garder mon cash dans cet environnement très instable. Hmm. Tu vois, le problème entre les États-Unis, la Chine, la guerre en Ukraine, l'inflation, le climat. Voilà. Et donc, si tu veux, tu sens quand même que avoir du cash
Aujourd'hui, ça a une vraie valeur et donc ça revient à ce que tu disais, c'est qu'il faut, si on peut, avoir un peu plus de cash qu'un peu moins, c'est bien. Bah oui, ouais. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose où je pense que même les particuliers, petit à petit, s'en rendent compte parce que on se rendait compte que même pour, tu vois, ça arrive aux particuliers dans l'IMO, hein, tu me parlais de 95, la crise de l'IMO, où justement ça nous touche nous en tant qu'entrepreneurs et t'as tout, voilà, mais ça arrive aussi sur, t'as pas de cash, ça devient plus compliqué pour acheter ta résidence principale, te faire un prêt, les taux d'intérêt augmentent, ouais. Ouais, et tu vois, l'or est remonté, on est à presque 2000 $ l'once. Et les particuliers, tu dis les gazettes, tu sais, qui conseillent aux particuliers, ils te disent tous augmentez votre exposition à l'or. Tout ça, c'est des Mmh. éléments qui montrent quand même une certaine fébrilité par rapport à qu'est-ce que je vais faire de mon cash, quoi. On va essayer du coup, tu m'as dit, hein, en plus on le sait, l'entrepreneuriat, toi t'es un grand optimiste, c'est plein d'opportunités. Ces changements un petit peu de paradigme influent pas sur le vrai marché qui, tu vois, a des besoins, il y a des opportunités qui se créent. On a parlé un petit peu d'IA. Est-ce que selon toi, l'IA, c'est un peu le nouvel Eldorado? Quand je dis Eldorado, c'est je fais exprès de dire Eldorado un peu rué vers l'or, comme on en a parlé avec le Web3 et avec un moment les cryptos, où tu vois, il y a un peu cet effet d'annonce, je sais plus comment elle s'appelle, cette courbe où tu sais, tu as le côté, on a parlé ce week-end, j'ai oublié le nom, cette courbe où d'un coup, tout le monde est euphorique, ça redescend, et puis en fait, ça met du temps un petit peu après à remonter. Euh, Comment vous décryptez l'IA chez Capza? Alors, c'est une vraie, hein, je disais, dans les challenges, à la fois le côté passionnant dans l'environnement dans lequel on est, c'est l'IA et le climat. Parce que les deux vont avoir un impact majeur euh, pour la plupart des entreprises. La problématique, c'est d'intégrer ça dans ta réflexion en tant que patron de boîte, hein. Hmm. Donc j'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à réfléchir quel va être l'impact de l'IA sur mon business demain. Sauf que c'est tellement récent, si tu veux. ChatGPT, c'est novembre 2022, hein. Avant ça, on parlait de l'IA, mais la force, la puissance de l'IA, beaucoup de gens en parlaient, mais tu ne le vivais pas au quotidien. Aujourd'hui, tu prends ton smartphone, tu mets le ChatGPT. Alors, il y a beaucoup encore de faiblesses et d'incorrections, mais quand même. Et donc, si tu veux, il va falloir vraiment intégrer ça. C'est très compliqué, c'est une source fabuleuse quand même Hmm. d'opportunités. D'abord, ça va te permettre quand même dans beaucoup de domaines d'augmenter ta productivité. La question c'est, est-ce que tu rends cette productivité à tes clients ou est-ce que tu en gardes un peu pour améliorer tes marges? Ça, c'est un vrai sujet, hein, Hmm. et selon les secteurs, c'est quelque chose à analyser. Les politiques vont se tirer les cheveux, je pense, sur ces... Ouais. Ouais, ça, c'est un autre débat, hein, les Hmm. politiques. Et puis, tu as quand même un problème. Alors, les politiques, il y a un sujet quand même, c'est que l'IA va avoir un impact sur le social. C'est Goldman Sachs, hein, qui disait il y a 3 semaines, un mois ou un mois et demi, qu'eux évaluaient la perte d'emploi liée à l'IA à 300 millions de personnes. Je pense que personne n'en sait rien, parce que tout ça, aujourd'hui, c'est quand même encore très très récent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as des opportunités d'emploi dans certains domaines, mais tu as aussi des destructions d'emplois dans énormément de domaines. Et comme je te le disais avant l'émission, quelque part, on disait souvent, oh là là, l'industrie, c'est quand même compliqué en Europe, on va se faire bouffer par les Chinois. Aujourd'hui, l'IA, c'est quand même la revanche du col bleu par rapport au col blanc. Hmm. Parce que là où ça va être le plus impactant à moyen terme, enfin à court terme, pardon, c'est dans les services. Donc l'opportunité, c'est amélioration de la productivité, c'est amélioration de notre vie, hein, de notre qualité de vie. Dans le médical, il y a des choses extraordinaires qui sont en train d'être faites. Mais en même temps, c'est bien d'analyser quels sont les impacts pour chaque entreprise dans laquelle nous, Capza, on a investi et dans lequel nos auditeurs sont, parce que tu as des secteurs qui vont quand même être bien chahutés, hein. Ouais. Je pense notamment, tu vois, je disais le codage. Moi, naïvement, je pensais que le codage, c'était un business avec des gros potentiels d'emploi dans les années à venir. Bah, avec l'IA, aujourd'hui, un de mes amis qui est au bord d'une boîte américaine cotée m'a expliqué qu'ils avaient viré les 2 tiers de leurs codeurs, puisque maintenant, les codeurs étaient là pour superviser la machine qui, elle, fait du coding. Donc tout ça, voilà, il y a plein de sujets comme ça.
C'est très complexe, mais il faut les adresser parce que ça va être aussi quand même une source d'opportunité incroyable. Ok. Donc aujourd'hui, vous, dans vos dossiers, imaginons quelqu'un qui va adresser des sujets de service ou de savoir, hein, parce qu'au final, C'est tout la ce qui va connaissance. être Hein. la connaissance, donc tout ce qui va être lié à, j'en sais rien, tout de suite, j'ai les métiers d'avocat ou de droit qui me viennent en tête. C'est des métiers où s'il n'y a pas cette notion d'IA, c'est plus compliqué aujourd'hui. Ouais. Ouais. Moi, je vais te dire, je pense que l'enjeu, c'est que toutes les business de service, quels qu'ils soient d'ailleurs, Mhm. c'est analyser quel va être l'impact immédiat de l'IA sur mon business et comment je peux l'intégrer très rapidement. Parce que l'IA va avoir un effet, je parlais de hausse de productivité, mais aussi, quelque part, tu vas rendre une partie de cette hausse de productivité à tes clients, donc une baisse de prix. Donc tu auras probablement dans pas mal de business, je pense notamment au call center, hein, tu vas avoir une baisse de ton chiffre d'affaires, mais si tu gardes plus de la hausse de la productivité que ce que tu rends à tes clients, une augmentation de ta marge. Mais néanmoins, si tu veux, si toi, tu n'as pas investi dans tous ces outils rapidement par rapport à tes concurrents, bah là, tu risques de te faire prendre des parts de marché très très vite parce que ça va très très vite. Donc il y a urgence à se poser les bonnes questions, à déterminer quelle est la feuille de route, à implémenter cette feuille de route avec les investissements techno et humains qui vont bien pour pouvoir affronter à la fois cette opportunité, amélioration de la productivité, mais un changement concurrentiel, notamment dans la tarification de pas mal de business. Tu parlais des avocats. Logiquement, nous qui payons très cher des gens de très grande qualité qui sont là aux avocats, mais un certain nombre de tâches, elles vont être faites par l'IA et donc elles ne devraient plus être facturées demain. Ouais, bien sûr. Ouais. Je ne sais pas si ça, c'est un truc, tu peux en parler, il nous reste 2 minutes et puis j'ai une dernière question à te poser. Aujourd'hui, des entreprises comme la tienne, tu sens clairement que les fonds, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans ces secteurs, la climat et IA. C'est les deux secteurs prédominants où les fonds sont investis. Alors le climat, oui. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est le secteur prédominant, mais de plus en plus, les gens investissent dans le climat. Mais après, le climat, c'est large, hein, parce que ce n'est pas uniquement les énergies renouvelables, hein, c'est l'économie circulaire, c'est comment est-ce que j'accompagne Oui. les entreprises. C'est C'est tout ce qui va permettre au climat, à la gouvernance, au social, de s'améliorer et de pouvoir affronter les années qui viennent avec tous les challenges climatiques dont on parlait. Sur l'IA, c'est extrêmement récent. Il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises qui sont très investies. Donc oui, tout le monde recherche ces sociétés-là, mais tu as quand même déjà des gros players qui ne nous ont pas attendus. Et donc, tout le monde cherche ces pépites-là, mais il n'y en a pas beaucoup. Ok. Écoute, c'était top de pouvoir faire un peu ce décryptage, j'allais dire, global du financement, de l'actu, un peu même monde économique. Si tu avais un conseil là à tous les entrepreneurs ou les jeunes entrepreneurs ou ceux qui veulent se lancer aussi, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui on a un public de beaucoup de gens qui veulent se lancer, voilà, qu'est-ce que tu leur dirais? Le conseil que tu leur apporterais? Alors, je dirais d'abord que on est, comme je disais, à la fois c'est très complexe, mais il va y avoir une source de nouveautés, de disruption, d'innovation liée à tous ces éléments-là, extraordinaire. Donc c'est source d'opportunité, dit pour des créateurs d'entreprises, source de création d'entreprises. Premier élément. Deuxième élément, il faut apprendre la patience. Je pense que, et je le vois avec mes enfants aussi, on est dans un monde où tout s'accélère, donc il faut aller vite, mais en même temps, il faut apprendre à être patient. Or, on est aussi dans un monde de zapping. Donc, il faut savoir dresser sa route, avoir une vision moyen-long terme et suivre son chemin, quelles que soient, je dirais, les turbulences extérieures. Voilà. Et je dirais que, et enfin, dernier élément, savoir bien s'entourer et avoir de la chance. Et avoir de la chance, ouais, ça c'est clair. Après, je pense que avoir de la chance, mais aussi la chance, ça se provoque un petit peu. Bien Mais sûr, bon, ça, bien sûr. on pourrait refaire un live d'1 heure sur ce sujet-là. Exactement. Ok, et ben écoute, trop cool. Merci beaucoup Christophe Merci, d'être venu dans ce fauteuil et d'être Ravi. prêté à l'exercice. C'était un plaisir de t'inviter. Pour tous nos auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un backpacker, je vais dire un peu particulier, parce que là, on abordera un thème qui est... on a Thomas Perret qui est le fondateur de Mon Petit Placement, qui viendra nous parler un petit peu,
j'allais dire, du financement un peu plus là lié aux particuliers et à cette application. Et donc, je vous retrouve très bientôt. Je vous remercie. À très vite. Ciao!